bienvenue dans ce module dans lequel on va aborder ensemble la psychologie de l'apprenant, découvrir ce qu'il est et la façon dont il perçoit son environnement et ses multiples possibilités en termes de mémorisation qui vont lui permettre de générer des apprentissages efficaces. Alors la première question qu'on peut se poser, bien entendu, c'est de commencer par de poser la question de ce qu'est un apprenant finalement. Alors, un apprenant, c'est une personne qui s'engage dans une situation d'apprentissage, volontairement ou involontairement d'ailleurs, hein, dans le but de modifier son comportement. Et si c'est involontairement, son comportement va naturellement se modifier dès qu'il y a apprentissage. Et donc ça va aussi, bien entendu, modifier sa perception de l'environnement. Sachant qu'on est tous capable d'apprendre à tout moment de notre vie, quel que soit notre âge d'ailleurs, hein. Un apprenant, c'est donc un individu finalement qui est acteur de son processus de changement, et puis en l'occurrence, eh bien, de son propre processus de changement interne. Alors, la question qu'on se pose naturellement, c'est finalement, eh bien, comment est-ce qu'on apprend? Alors notre cerveau fonctionne grâce à ce que nous appelons la cognition. La cognition, c'est l'ensemble des processus qui permettent le traitement de l'information et qui permettent la constitution finalement des connaissances. Alors parmi ces fonctions, eh bien, on peut en citer quelques aspects et on peut en citer certains comme la perception, l'attention, le langage, le raisonnement ou encore la planification ou la prise de décision qui font partie des processus qui englobent la notion de cognition. Alors pour son fonctionnement, la cognition utilise un nombre de neurones important, hein, puisque comme vous pouvez le voir affiché, on est aux alentours de 86-90 milliards, et on parle bien là de milliards de neurones, et ces neurones en fait sont auto-organisés, ils fonctionnent en continu, et puis ils échangent de l'information avec l'extérieur, avec l'environnement extérieur, mais de manière constante. C'est-à-dire que même si on n'est pas dans une réflexion perçu, pardon, le fonctionnement de notre cerveau continue de fonctionner et d'échanger des informations avec l'environnement dans lequel on se situe. Notre cerveau possède donc une forte plasticité, hein. C'est un système finalement qui est très dynamique et qui dépend de l'expérience et qui se remodèle constamment au cours du temps et encore une fois, quel que soit l'âge que l'on peut avoir. Ce qui explique finalement que il a une extraordinaire plasticité et une extraordinaire donc capacité d'adaptation. Et parmi les actions qui sont effectuées par des regroupements de neurones, eh bien, on va trouver par exemple les supports de la mémoire, et c'est ce dont on va parler à l'intérieur de ce module. Alors la mémoire, c'est d'abord un outil d'anticipation. La mémoire nous sert à utiliser finalement des événements du passé pour guider nos actions à venir ou nos actions en cours. Et ces éléments de notre passé, finalement, se trouvent dans notre mémoire à long terme. C'est ce qu'on appelle, c'est dans la mémoire, c'est ce qu'on appelle la mémoire le stockage, hein, finalement. La mémoire, c'est du stockage. Et c'est la mémoire dans laquelle le stockage, finalement, de ces informations peut aller de quelques heures à toute une vie. Et là, on est sur ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Cette mémoire à long terme, elle va nous permettre eh bien, de rendre efficients nos apprentissages. Elle résulte finalement d'un processus qui est mis en œuvre par notre cerveau et qui fait que, en fonction de l'environnement, la mémoire à long terme va interpréter et va emmagasiner des informations qu'elle va rendre pérennes puisqu'elle va les stocker, et comme on le disait, de quelques heures à quelques années, voire à toute une vie. Et puis ensuite, on a la mémoire de travail qui va fonctionner avant même la mémoire à long terme, la mémoire de travail qui est un peu le premier filtre finalement de notre mémoire qui va sélectionner les informations qui nous semblent utiles. Et cette mémoire de travail, qu'on appelle aussi la mémoire à court terme, elle va fonctionner de cette manière en conditions de travail. Elle va faire appel à la mémoire à long terme et donc aux connaissances qui sont déjà stockées dans cette mémoire à long terme pour pouvoir justement utiliser les nouvelles données et les adapter en fonction des données déjà acquises. Et donc c'est en passant dans la mémoire de travail que les données finalement arrivent à la conscience. Donc on a un système de bouclage entre ces deux types de mémoire. La mémoire de travail est donc le passage obligé de toutes les données, sans aucune exception, qui sont à mémoriser. Et donc ce qui fait que c'est aussi un endroit qui permet le rappel des données qui sont déjà stockées dans la mémoire de travail. Et donc là, on va quelquefois réfléchir, chercher des informations qui sont très loin dans notre mémoire, et c'est notre mémoire de travail qui nous invite
à le faire automatiquement. Par contre, la capacité de cette mémoire de travail est à prendre en considération puisque sa capacité est relativement faible. On ne peut retenir que 7 éléments, alors on considère plus ou moins deux éléments en plus ou en moins, que nous sommes capables de mémoriser à un même instant. Ça veut dire que si on nous met 7 panneaux de circulation, par exemple sur la route, à un instant T, on va pouvoir très certainement les retenir, parfois d'ailleurs avec beaucoup de mal si on manque d'entraînement. Par contre, au-delà de 7 panneaux, eh bien, il y a un risque, un fort risque effectivement de perdre des informations. Ça veut donc dire que quand on est en formation, il faut tenir compte de cet élément, puisque si on apporte trop d'informations en même temps, eh bien, ça suppose naturellement une perte d'informations pour l'apprenant, et donc finalement des apprentissages qui seraient inefficaces. Alors, quand la mémoire à court terme fait appel à la mémoire à long terme, eh bien cette dernière, elle va émettre une réponse en retour. La mémoire à long terme va émettre une réponse en retour. Et plus les données sont ancrées dans la mémoire à long terme, plus elles sont réutilisées régulièrement, eh bien plus rapide la réponse apportée va être. Ça veut dire qu'effectivement, si on a, je vais prendre l'exemple des tables de multiplication, qu'on a appris tous certainement par cœur dans notre jeunesse, on s'en souvient encore aujourd'hui et de manière presque automatique, parce que cette mémorisation est très forte. On a très très souvent fait des rappels sur cette mémorisation, et donc on est capable de dire que 2 fois 2, ça fait 4 de manière quasi instantanée. Ça veut dire aussi qu'en formation, eh bien, il est nécessaire de faire régulièrement appel à la mémoire des précédents apprentissages pour ancrer dans la mémoire à long terme les apprentissages efficacement. Donc le processus par contre de mémoire à long terme, lui, c'est un processus qui est très lent, qui est aussi très coûteux en énergie, d'où l'importance de la mémoire de travail, qui elle va faire un premier tri finalement, et donc alléger la tâche de la mémoire à long terme. Et ça va demander, pour que ça puisse s'ancrer correctement et de manière pérenne, ça va demander de nombreux allers-retours qu'il faut considérer et qu'il faut mettre en place dans le cadre des apprentissages qu'on propose à nos apprenants. Donc la mémoire de travail doit donc être régulièrement réactivée. Alors pour ancrer les apprentissages, un des moyens efficaces, c'est l'action. L'action, c'est une excellente technique, hein, elle fait appel directement à la mémoire procédurale, c'est-à-dire qu'on met les procédures en place, et indirectement, mais très fortement, à la mémoire affective, par le biais de la motivation. Alors on gagne d'ailleurs du temps et on accélère les apprentissages de cette manière. Alors pour favoriser, en plus pardon, de favoriser la réutilisation des automatismes existants, eh bien, il va être nécessaire de faire du lien entre les nouveaux automatismes et les automatismes qui sont déjà acquis pour donner de la cohérence à la formation. La cohérence, finalement, c'est un facteur qui, lui, va être indispensable parce que ça va donner du sens aux apprentissages et donc ça va générer de la motivation complémentaire chez l'apprenant. Par exemple, pour apprendre la manipulation d'une automobile sur un simulateur comme vous l'avez sur l'écran, un simulateur va permettre d'automatiser les procédures, ce qui correspond finalement à une économie de moyens, hein, puisque le fonctionnement du cerveau est très coûteux en énergie. Et donc ça va permettre de libérer la pensée et de libérer cette pensée pour d'autres opérations, comme par exemple, finalement, une fois qu'on a acquis les automatismes sur le simulateur de conduite, qu'on a la capacité de faire avancer un véhicule, on va pouvoir se libérer de cette réflexion sur la capacité à manipuler le véhicule pour se préoccuper de l'environnement, des autres usagers, des panneaux, de la circulation, de la réglementation routière, etc. Eh bien, ça fonctionne de la même manière pour tous les apprentissages à partir du moment où on inclut la mémoire procédurale. Donc un point important, c'est aussi, bien sûr, encore une fois, la réutilisation régulière des automatismes. C'est-à-dire que les automatismes, tout comme les connaissances, doivent être réactivés régulièrement pour ne pas, bien sûr, les perdre et les voir disparaître dans la mémoire. Donc ça doit être particulièrement vrai dans la phase d'apprentissage, puisque bien entendu, là, les apprentissages sont naissants, la mémorisation est naissante, et on doit l'ancrer de manière pérenne pour permettre d'en apprendre de nouveau très efficace. Alors parmi les différents types de mémoire, on va trouver aussi ce qu'on appelle le conditionnement. Alors on va parler de conditionnement pavlovien, qui désigne finalement toutes les situations qui sont déclenchées par un stimulus. Et un stimulus qui est naturellement substitué à un stimulus naturel. Alors c'est Pavlov, hein, le premier, qui a travaillé avec des chiens et qui a découvert ce type de mémoire. Alors ce qu'il faisait, c'est que il recueillait les sucs gastriques, c'est-à-dire la salive des chiens,
en leur montrant de la viande. Alors au départ en leur donnant de la viande, et puis ensuite en leur montrant de la viande. Et puis il a ensuite observé que la simple vue d'une cloche avec la viande permettait en faisant sonner la cloche, de générer la sécrétion de suc gastrique chez le chien. Donc ça a été dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, il a constaté finalement que eh bien, seul le tintement de la cloche, sans même l'apport de viande, déclenchait également la même sécrétion de suc gastrique, c'est-à-dire donc de la salive du chien. Le chien avait fait la relation entre le tintement de la cloche et l'apport de viande avec lequel il allait pouvoir se nourrir. Et donc là, le chien était conditionné. Alors, bien entendu, en formation, il faut faire très attention à ce genre de conditionnement parce que c'est aussi très dangereux. On est quand même à la limite de la manipulation et on revient là un peu à l'ère du behaviorisme, hein, c'est-à-dire ce qui était prôné en termes de formation, de pédagogie dans les années 70 jusqu'encore les années 80 et encore assez récemment. Alors, toutes ces notions qui concernent la mémoire non déclarative sont à rapprocher aussi des automatismes finalement de raisonnement. Alors il s'agit donc de jouer sur les motivations extrinsèques, c'est-à-dire que on va générer de la motivation chez l'apprenant, un peu comme chez le chien, avec l'idée d'une récompense qu'il va pouvoir acquérir. Alors ça fonctionne, mais finalement c'est aussi une motivation qui a une très faible valeur ajoutée, parce qu'une fois que la récompense est obtenue, eh bien naturellement la motivation va diminuer, sauf à continuer d'augmenter le niveau, la valeur des récompenses, mais on arrivera toujours à un plafond qu'on ne pourra pas dépasser, donc la motivation va naturellement redescendre. Donc à l'opposé, un apprenant qui a une forte motivation intrinsèque, personnelle, eh bien là ça va supposer des apprentissages qui vont être de bien meilleure qualité. Alors, autre type de mémoire, la mémoire affective. Alors, la mémoire affective en formation, pour générer des apprentissages, elle est très intéressante parce qu'elle est liée à nos émotions. Un événement qui a une dimension affective est immédiatement, et plus ou moins durablement d'ailleurs, mémorisé et souvent même inoubliable. On a tous des souvenirs de scénarios, de choses qui nous sont arrivées, qui nous touchent personnellement et qui sont inoubliables et qui nous reviennent régulièrement en lien avec de nouvelles choses qu'on perçoit dans notre environnement. Et donc, ils touchent ces apprentissages finalement, touchent généralement à la vie personnelle et peuvent aussi être liés à tout un tas d'autres choses, comme un livre, la lecture d'un livre, la mémorisation d'un livre, d'un film, d'un voyage, par exemple, ou de sensations, d'émotions qu'on a vécues dans un voyage. Et dans le cas de la formation, eh bien, on va pouvoir appliquer ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire qu'on va essayer de générer des émotions en racontant une histoire à nos apprenants. Alors le storytelling, eh bien c'est ça, c'est raconter une histoire, c'est donner un fil conducteur à suivre du début à la fin de la formation, par exemple. Et ça doit, dans la mesure du possible, toucher aux émotions. L'apprenant doit pouvoir s'identifier à un rôle dans l'histoire qu'il est en train de vivre au travers de la formation. Alors c'est un outil d'une efficacité redoutable, parce que la plupart des gens aiment bien qu'on leur raconte des histoires. Le storytelling va favoriser, là, du coup, de la motivation, va travailler sur la motivation intrinsèque, puisque c'est lié à l'interne de l'individu. Le storytelling favorise la motivation à suivre la formation et va permettre de maintenir l'attention de manière constante et beaucoup plus que si on était sur une motivation extrinsèque, comme j'en ai parlé il y a quelques minutes. Donc c'est un fort levier d'apprentissage, il est d'une très grande efficacité. Par contre, la condition, eh bien, ça va être de réaliser un scénario qui soit extrêmement bien cousu et qui, par contre, bien sûr, en conséquence, va se révéler chronophage. Ça veut dire que pour avoir un scénario très efficace, nous allons avoir besoin automatiquement de prendre du temps pour bien le réaliser et bien le relire. Alors, les représentations mentales, maintenant, les représentations mentales sont aussi des représentations, des formes de mémoire, finalement, qui est à prendre en considération lorsqu'on est en formation. Lorsqu'on est en formation, les représentations mentales sont des modèles qui sont déjà acquis par le cerveau, qui ont déjà été acquis par des choses qui ont été vécues, répertoriées dans notre environnement, et donc que le cerveau projette. C'est-à-dire que notre cerveau nous induit parfois en erreur parce qu'il projette des choses qu'il a déjà vécues, alors que ça n'est pas nécessairement en relation directe avec ce qu'on est en train de vivre à l'instant T. Donc le cerveau, c'est un système auto-organisé, qui est capable de traiter de l'information et bien plus que passivement. Il ne fait pas que traiter de l'information passivement. Il est capable de produire des représentations qu'il va nous projeter. Alors pour s'en convaincre, eh bien, il suffit de regarder l'image qui s'affiche ici
Et si vous regardez le personnage du centre, par exemple, qui est le personnage principal, si vous regardez le personnage du centre, vous le voyez tourner dans un sens ou dans un autre. Maintenant, regardez le personnage de gauche ou de droite, peu importe, et ensuite, après quelques secondes, revenez sur le personnage central. Et vous allez voir que si vous regardez le personnage de droite, eh bien, il va tourner, votre personnage central, quand vous allez revenir dessus, va tourner dans le sens anti-horaire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À l'opposé, si vous regardez le personnage de gauche et qu'ensuite vous revenez sur le personnage central, eh bien, vous allez pouvoir vous rendre compte que là, cette fois-ci, le même personnage central tourne dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, à chaque fois que vous allez repartir, générer finalement pour votre cerveau une nouvelle représentation, votre cerveau va prendre pour réel la vision de l'image qu'il a perçue soit à droite, soit à gauche, et va la reproduire parce qu'il a du mal à comprendre que l'image centrale ne peut pas être la même finalement que celle qu'il a vue soit à droite, soit à gauche auparavant. Et donc ça veut dire que notre cerveau nous induit bien en erreur, et donc ça c'est un des éléments dont il faut tenir compte en formation, parce que les représentations sont des modèles, donc comme je le disais, qui sont déjà acquis par l'apprenant, et qui peut modifier sa perception des apprentissages. Donc ça veut dire que en formation, il va être nécessaire de faire s'exprimer les représentations pour aider les gens à les adapter, à les modifier. Alors l'expression, ça peut leur demander aux apprenants d'écrire la manière, par exemple, dont ils ont perçu certains apprentissages, la manière dont ils ont cheminé pour trouver la réponse qu'ils vous ont donnée, parce que la réponse peut très bien être bonne, mais leur représentation est erronée. Et donc ça va vous permettre, en tant que formateur, enseignant, ça va vous permettre de travailler, d'expliquer que finalement la représentation les a induits en erreur. Et un autre moyen aussi très intéressant de modifier les représentations, c'est le travail collaboratif, qui est un excellent vecteur d'élimination de ces représentations, puisque tout comme les évaluations par les pairs d'ailleurs, elles vont permettre d'établir, de rétablir une certaine vérité sur les représentations erronées. Donc même les enseignants, les formateurs d'ailleurs, sont sujets aussi à leur propre représentation, et on en connaît les effets. Par exemple, l'effet Pygmalion, que souvent on connaît, dont on a déjà entendu parler. L'effet Pygmalion veut que la performance de l'apprenant qu'on observe, qu'on aide, à qui on apporte des possibilités d'apprentissage, par exemple, eh bien, va être modifiée en fonction de l'attente positive du formateur. C'est-à-dire que si l'apprenant perçoit, inconsciemment d'ailleurs, que le formateur ou l'enseignant a une attente positive à son égard, eh bien naturellement, l'apprenant va générer une motivation plus importante et donc va avoir naturellement de meilleurs résultats. À l'opposé, on va parler de l'effet golem, qui lui va freiner les apprentissages si le formateur a une image assez négative des apprentissages possibles par l'apprenant. Donc c'est à considérer parce que ça veut dire qu'effectivement, le formateur ou l'enseignant va avoir une influence sur la capacité de chaque apprenant à apprendre ou à mal apprendre. Alors, on ne peut bien sûr pas aborder le fonctionnement de notre cerveau sans aussi parler de quelques mythes ou quelques neuromythes. Alors, voyons donc maintenant quels sont ces mythes ou neuromythes dont on parle souvent et dont on a tous entendu parler. Alors, il en existe de très nombreux. Parmi les plus fréquents, on entend souvent parler de personnes qui ont un cerveau qui est un profil plutôt qui est orienté au cerveau gauche ou cerveau droit. Alors on dit que ces personnalités, eh bien, elles sont soit plutôt créatives si elles sont cerveau droit, soit plutôt rationnelles si elles sont cerveau gauche. Mais en fait, il n'y a aucune recherche aujourd'hui qui vient justifier ça, bien au contraire. En fait, on sait que les deux parties de notre cerveau fonctionnent ensemble et elles ont un dispositif entre les deux, intermédiaire, qui sert de canal finalement, de couloir, qui leur permet de travailler ensemble. Donc on a bien effectivement un cerveau qui est plus dédié, donc la partie droite qui est plus dédiée au côté créatif, la partie gauche qui est elle plutôt dédiée à la partie rationnelle, mais les deux fonctionnent en même temps, ce qui permet à chaque individu eh bien, de trouver le juste milieu en termes de rationalité et aussi de créativité. Alors un autre neuromythe aussi affirme que finalement, eh bien, on n'utilise que 10% de notre cerveau, ce qui est tout à fait faux, bien entendu, puisque l'imagerie médicale aujourd'hui est capable, l'imagerie cérébrale plutôt, est aujourd'hui capable de nous prouver le contraire, et on sait que toutes les zones du cerveau sont actives en même temps, alors avec des zones qui le sont plus ou moins à certains moments, mais elles fonctionnent tous ensemble sans aucun problème. Donc ça veut dire que notre cerveau, il fonctionne en permanence, il est
complètement sollicité sur une période de 24 heures, avec des moments plus ou moins forts, et on n'a pas là aujourd'hui la capacité de justifier qu'on ne va utiliser que 5 ou 10 ou 15% de notre cerveau. Alors, pour finir avec une autre hypothèse, on va parler des multitâches ou des digital natives. Alors les multitâches ou les digital natives, bah, ça vient d'une hypothèse qui fait que, quand c'est pas affirmé d'ailleurs, qui fait que bah, souvent c'est les femmes, on dit souvent que les femmes sont multitâches, ou les femmes d'ailleurs s'affirment souvent multitâches, ou encore que les jeunes sont aussi multitâches parce que voilà, ils sont ce qu'on appelle digital natives, donc ils sont nés avec le digital. Alors, être multitâche, en fait, bah, ça n'est pas possible hein, pour aucun humain, quel qu'on soit. On peut passer d'une tâche à l'autre extrêmement rapidement. Donc là, il y a un effet d'automatisme dont on a parlé, qui est à prendre en considération. Par contre, le multitâche n'existe pas. Et en fait, c'est pas non plus pour les digital natifs, c'est pas parce qu'ils ont toujours vécu à l'ère du digital que finalement ils sont aussi plus à l'aise avec le digital, hein. D'ailleurs, il faut faire très attention à cette idée parce que finalement, ça pourrait aussi nous laisser penser qu'en formation, on n'a pas besoin de les aider de la même façon à l'intégration de l'outil digital en formation. Et donc, parce qu'on pourrait partir de l'idée qu'ils sont plus à l'aise, donc ils vont être plus dégourdis, ils vont rentrer, ils ne vont pas poser de questions, et ils vont pouvoir travailler directement sur les apprentissages pour lesquels ils sont venus. Mais ce qui est pas du tout vrai, parce que effectivement, on va avoir des modules, des outils qui ne vont pas toujours bénéficier d'une affordance suffisamment importante pour leur permettre d'en comprendre le fonctionnement. Alors l'affordance, hein, ça veut dire que, par exemple, si je prends l'exemple d'un module, un module qui a une forte affordance doit être un module qui doit suggérer sa propre utilisation, sans que l'apprenant finalement ait besoin de réfléchir à la manière dont il va l'utiliser, ou même à se poser la moindre question. Par exemple, la navigation, eh bien, l'utilisation du module doit se faire de manière quasi instantanée, sans réflexion et de manière presque automatique. Alors, si ça ne peut pas être le cas, eh bien, ça veut dire que là, on va devoir se préoccuper en amont de la formation, eh bien d'avoir une première phase d'apprentissage de l'outil pour éviter de rajouter une couche supplémentaire aux apprentissages qu'est venu ou que sont venus chercher nos apprenants en formation. Je vous remercie d'avoir suivi ce module.